Oui, bonjour à toutes et à tous, nous revoilà en direct. Écoutez, merci à toutes et à tous d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes déjà 20 sur le 20 participants avec nous. Je pense que ça va continuer à arriver. Voilà, n'hésitez pas. Alors vous nous voyez, mais nous on vous voit pas. Par contre, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat, puisque on va y répondre au fil de l'eau. Et voilà, n'hésitez pas à chatter avec nous. Voilà, et on est enchanté de vous voir. Bonjour Céline, Céline Leleu. Voilà, bonjour à tous. Donc n'hésitez pas. Voilà, donc on va aujourd'hui, c'est un numéro spécial exceptionnel qui nous tenait à cœur avec Emmanuel Tamkin. C'est bonjour Fanny Pennec, bonjour Mickaël, donc ils sont tous arrivés. C'est vraiment le thème aujourd'hui, c'est l'esprit d'entreprendre et ces femmes entrepreneuses que vous allez avoir l'honneur de découvrir avec moi sur scène ont un parcours assez extraordinaire, voilà, et vont déjà partager votre retour d'expérience. Et du coup, voilà, je ne suis pas venu seul. Moi, je suis à la com de la com d'Orange pour la RSE. Et je vais avoir l'honneur de vous accompagner, de vous animer. Je prendrai des questions au fur et à mesure. Bonjour Jean-Jacques que je connais, bonjour Mickaël que j'ai eu sur LinkedIn ce matin, bonjour Véronique. Donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions à nos intervenantes. Et du coup, nous allons découvrir le portrait de ces femmes qui ont osé et qui ont plutôt pas mal réussi aujourd'hui. Donc voilà. Petit tour de présentation, Aurélie. Oui, bonjour à tous. Moi, c'est Aurélie Sebeng. Donc, je suis la présidente et cofondatrice de l'organisme de formation Glory. Glory. Merci. Merci Aurélie. Justine. Bonjour à tous, merci de m'accueillir aujourd'hui virtuellement. Donc moi, je suis la fondatrice et CEO de Roomba. Roomba, qui est une plateforme qui va permettre en fait de mieux gérer et valoriser le patrimoine immobilier des communes en France. Oui, j'ai vu que Justine, tu m'arrêtes si j'ai une bêtise, on peut aussi trouver un espace dans un clic avec Roomba. Exactement, exactement. Tu y On a reviendras, un je peu pense. le Airbnb des lieux publics pour simplifier. Voilà. Voilà, donc si je cherche à réserver le Louvre, enfin, je sais pas si c'est possible, mais... C'est très ambitieux, mais oui. C'est un peu d'ambition là. Voilà. On verra. Pour les élections, voilà. Bonjour Frédois. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Merci pour cette invitation. Alors, je suis Fédois, je suis docteur en pharmacie, spécialisée en éducation thérapeutique du patient, titulaire d'un Master 2 en innovation et création d'entreprise, fondatrice de Care4Cure et maman d'une enfant de 2 ans. Alors, tu as un petit coucou de Oumema sur le chat, voilà, Coucou. qui est ta famille, je crois. Voilà. Emmanuel. Bonjour, donc Emmanuel Temkin. Moi, je m'occupe de la RSE pour le B2B d'Orange en France, donc tout ce qui est vente aux entreprises. Et puis, puisque tu parlais des enfants, Fédois, moi j'en ai 5, entre 8 et 28 ans. Donc voilà, je peux raconter les histoires après. Et justement, Emmanuel, on va rester avec toi parce que effectivement, tu as toute une tribu à la maison, tu arrives à gérer ta vie privée, ta vie perso, ta vie pro. Et surtout, pour moi qui te fréquente depuis une vingtaine d'années, tu es l'exemple parfait de la réussite qu'on peut réussir au féminin dans l'entreprise, puisque tu arrives toujours à innover, à entreprendre, à démarcher, à ne pas rester les pieds dans le sabot. Et du coup, je voulais revenir sur ton parcours parce qu'en plus, tu as un parcours un peu atypique puisque tu as fait Centrale, qui est normalement un domaine réservé entre guillemets aux hommes à l'époque où tu l'as fait. Donc voilà, on peut être ingénieur, manager, femme d'entreprise, créatrice, avoir l'esprit d'entreprendre et toujours innover. Donc, est-ce que tu peux nous partager ce retour d'expérience? Oui, rapidement. Alors, c'est vrai que ingénieur, il y a de moins en moins de femmes ingénieures. Hein, c'est un peu affreux. Puis vous avez peut-être suivi avec la réforme du bac où on n'est pas obligé d'avoir des maths. Il y a de moins en moins de jeunes femmes qui prennent les maths. Et donc, c'est quand même très compliqué ensuite de faire des études scientifiques sans avoir fait de maths avant. Donc, moi, ça m'a toujours intéressée. Hein. De toute façon, il y a plein d'études qui montrent que les femmes comme les hommes peuvent faire des maths, mais c'est vrai que bon, il y a l'éducation, il y a plein de choses, il y a tout l'écosystème qui va après. Et c'est vrai que c'est toujours plutôt une exception. Alors, moi, dans mon parcours, donc j'ai fait Centrale, ensuite j'ai été chez Accenture, donc une boîte de consulting pendant 6 ans. Ensuite, j'étais chez Alcatel,
donc une boîte de télécom et puis pour de la vente à l'international pendant une dizaine d'années avant de rejoindre Orange. Et c'est vrai que chez Alcatel, en fait, je suis rentrée avec un poste technico-commercial et à la fin, je faisais ce qu'il y avait de plus technique puisque c'était le fait de regarder où est-ce qu'on va installer des antennes. Donc, pour que les télécoms passent, il faut que les réseaux passent. Et c'est hyper compliqué, en fait, de savoir, de faire les calculs de où poser une antenne selon la géographie. C'est pratiquement ce qu'il y a de plus technique. Donc, c'était considéré déjà comme atypique. Moi, ce que je retiens, et notamment quand on est chez Accenture, quand on fait une mission, à chaque fois, on essaye de voir ce qu'on a développé comme compétences. Et il y avait justement quelque chose qui s'appelait entrepreneurship. Et c'était l'idée vraiment d'entrepreneuriat. À l'époque, c'était pas forcément bien connu. Ensuite, il me semble que c'est chez Orange, à moins que ce soit chez Alcatel, avec l'âge, je le mélange un peu, mais où les leaders, en fait, on les appelait des entrepreneurs. Et je pense que cette idée de se dire, et normalement, c'est aussi l'esprit ingénieur, c'est-à-dire qu'il y a une situation, mais comment est-ce qu'on va l'améliorer? Donc, toujours... et puis changer les choses, et il peut y avoir soit améliorer, c'est ce qu'on appelle l'innovation incrémentale, ou alors complètement l'innovation de rupture. Mais je pense que cet esprit de se dire les choses telles qu'elles sont ne me conviennent pas, et donc moi en tant que justement ingénieur ou juste en tant qu'être humain, après tout, hein, c'est peut-être le propre de l'être humain de changer toujours, de vouloir toujours changer son écosystème pour le pire et le meilleur, hein, d'ailleurs, mais donc voilà, c'est vraiment ça qui m'a toujours porté, et en prenant des vraies causes. Alors c'est vrai que pour l'histoire, moi j'ai bénéficié aussi chez Orange de pouvoir faire partie de la première promotion de l'Intrapreneur Studio. Donc on propose à des salariés internes Orange d'avoir leur propre projet. Et donc mon projet, à l'époque, c'était une barrette connectée pour la sécurité des femmes, hein, donc une barrette. Et donc, cette barrette, alors je ne l'ai pas à côté de moi, mais elle existe. Mais je suis passée partout là-dedans, c'est-à-dire que fabriquer des objets connectés, aller montrer une application à Emmanuel Macron un 25 novembre, le jour de la lutte contre les violences faites aux femmes. Et puis maintenant, cette idée de j'ai un problème d'agression, d'incivilité et je dois appeler les amis, je suis super fière parce qu'on est en train de la mettre en place pour les boutiques Orange. Donc voilà, il y a pas mal de gens qui ont besoin d'aide. Et donc le pivot, je connais effectivement l'intrapreneuriat, le fait de porter quelque chose à l'intérieur de l'entreprise. Je pense que voilà, c'est possible. Et pour aider les autres à faire ça, on a monté aussi avec plein d'autres de femmes de plusieurs autres entreprises, des hackathons. Donc des hackathons spécifiques women, parce que tu disais souvent dans les ingénieurs, Thomas, il n'y a pas beaucoup de femmes. Dans les hackathons, la plupart du temps, c'est plutôt 80% d'hommes et 20% de femmes. Et encore, parfois, c'est jusqu'à 90%. À 42, j'ai déjà vu des hackathons où c'était 95% d'hommes et donc 5% de femmes. Et donc, avec plusieurs collègues d'autres entreprises, on s'est dit comment est-ce qu'on peut changer ça. Et donc, on a vraiment regardé quelle était la formule des hackathons pour que ça plaise aux femmes, pour les attirer. Donc déjà, on les appelle hackathon femmes et quelque chose, women. Ensuite, ça va vous paraître peut-être idiot, mais on fait extrêmement attention à la nourriture. Donc, qu'est-ce qu'on propose? Et c'est pas bière et pizza, mais ça va être du bio, ça va être des légumes, ça va être des fruits secs, enfin voilà. Ensuite, quand il y en a qui ont des enfants, on propose, si c'est le week-end, d'avoir aussi une activité pour les enfants. Donc, on a vraiment regardé complètement la formule. Et puis, il y en a d'autres aussi qui n'osaient pas. Donc, on les fait avec des organismes de formation qui font que les femmes qui pourraient être salariées peuvent aussi faire passer le hackathon dans leur formation, dans leur cursus de formation. Enfin voilà, donc on a fait des hackathons comme ça. On continue d'en faire chez Orange, notamment dans le sud, à Nice, évidemment sur la plaque d'Île-de-France. Et puis la semaine dernière, j'étais à Nancy, il y en avait un à Strasbourg et puis à Reims au même moment pour avoir, donc on avait une centaine de femmes qui s'intéressaient, qui voulaient monter leur projet.
Beau parcours très intéressant, donc sur des causes engagées à fond, Emmanuel. Je voudrais revenir aussi, comme c'est la démarche d'entreprise, aussi sur ta relation avec l'IAE Gustave Eiffel, dont les jeunes femmes sont étudiantes, étaient étudiantes il y a quelque temps. Oui, Du coup, alors, on a fait un hackathon récemment. Enfin voilà, tu accompagnes aussi. Enfin, il y a le projet ouais, tout Femmes à fait. Donc, Entrepreneurs. c'est vrai que maintenant, donc depuis, je sais plus maintenant, ça fait peut-être 5 ans, j'ai eu l'honneur et le plaisir de pouvoir donner des cours à l'IAE Gustave Eiffel, donc des cours de gestion de projet, parce que je pense que dans la gestion de projet, c'est toute la partie design thinking, la partie agilité qui est vraiment importante. Et donc voilà, il y a des élèves formidables, et donc le faire des hackathons, ça permet d'aller vers le projet. C'est ce qu'on a fait avec la promotion qui était là cette année. Et effectivement, il y a plein de... J'ai appelé l'IAE Gustave Eiffel en disant on a besoin de super exemples de femmes, et qui est-ce que vous nous conseillez? Et donc voilà, Aurélie, Justine, Fédois qui ont été sélectionnées à la fois par l'école et par nous. Merci Emmanuel. Mais justement, on enchaîne avec les étudiantes devenues chefs d'entreprise avec 2 FE, je crois. Justine, à toi l'honneur. Merci. Est-ce que je reviens quand même sur mon parcours ou est-ce que je partage Tout à fait. mon expérience? Tout à fait. Quel est ton déclic aussi pour créer une entreprise, pour oser voilà. Du coup, comme tu le disais, Emmanuel, moi, j'ai quand même fait le choix d'être étudiante entrepreneuse parce que j'ai construit du coup mon projet tout en étant étudiante. Alors, c'était un peu compliqué parce que j'étais en cours et j'avais une équipe à côté. Donc, j'étais et manager et étudiante. Et enfin, bref, c'était n'importe quoi. Donc, je pense qu'on n'est pas beaucoup en France à avoir fait ça. Moi, le déclic, il s'est fait en 3e année où, en fait, j'ai jamais eu la prétention de vouloir être entrepreneur parce qu'il y a des gens qui naissent en se disant j'aurai un jour mon entreprise. Moi, pas du tout. Je voulais faire surtout des études dans un but économique et de me dire que je gagnerais bien ma vie en sortant pour un peu s'élever socialement, etc., aider sa famille, enfin voilà, un peu comme tout le monde. Et puis, en fait, en 3e année, moi, mon projet est surtout parti d'un constat d'un problème qui était justement ces bâtiments en fait publics qui sont vacants ou qui sont sous-exploités et dont on ne fait rien et qui sont une perte considérable de revenus pour la commune. Déjà qui coûtent cher et qui en plus sont une perte de bénéfices. Et donc moi, je suis partie de ce constat-là et en fait, c'est passé à la base, c'était un projet étudiant que j'avais en 3e année. Et en fait, il y a quelque chose dans l'entrepreneuriat, c'est qu'on nous dit souvent de ne pas parler de notre idée. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Parce qu'en fait, justement, ce projet étudiant où j'avais peut-être pas énormément d'enjeux parce que c'était un projet étudiant, j'ai commencé à en parler et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait un vrai problème. D'un côté où il y avait des bâtiments du coup qui sont vacants dans les communes et qui servent à rien, et d'un autre côté de toutes ces personnes à qui je parlais du projet qui me disaient mais moi j'ai jamais réussi à louer une salle, c'est toujours une galère et tout. Et je me suis dit mais en fait là on a un problème de 2 côtés et on pourrait peut-être faire un match en fait de permettre à des communes de louer plus simplement leur lieu. Et à côté de ça, aider des gens qui cherchent pour des mariages ou des anniversaires à trouver des lieux facilement, qui sont 2 fois moins chers. Et donc, à partir du moment où j'ai vu qu'il y avait une vraie problématique, là, j'ai commencé à me dire, il y a peut-être une opportunité, et donc, je vais peut-être construire ça, mais j'ai quand même continué mes études, donc j'ai quand même fait mon Master 1, Master 2 en finance, Master 1 en finance, Master 2 en entrepreneuriat, où j'ai vite compris que, en fait, l'entrepreneuriat, c'était vraiment mon truc, parce que je suis quelqu'un de base qui aime la polyvalence, et en fait, je me suis toujours ennuyée dans mes emplois ou dans mes études parce qu'en fait, j'ai besoin d'être nourrie constamment. J'aime trop apprendre et j'aime bien apprendre de nouvelles choses. Et donc, en fait, j'en suis venue tout simplement à lancer Roomba pendant mes études, avoir au début une équipe de 5 personnes et puis après, là, maintenant, on est une quinzaine après avoir fini mes études. Et donc là, je suis 100% sur Roomba et je suis maintenant chef d'entreprise. Merci Justine. Voilà. Et dans ton parcours, est-ce que le fait d'être une femme, c'est un atout ou une force ou un frein Je dirais que ça a été un frein dont je ne me doutais pas et j'ai réussi peut-être un peu à inverser la tendance parce que d'ailleurs, il y a... en fait, ça a été un frein parce que très vite, ne connaissant rien à l'entrepreneuriat, en fait,
forcément, quand on commence un nouveau domaine, on veut comprendre ce domaine et surtout, on a aussi envie de s'inspirer de gens qui sont dans ce domaine-là. En fait, l'entrepreneuriat, moi, au début, quand je me suis lancée, je ne rencontrais pas de gens comme moi, c'est-à-dire de femmes qui avaient monté des entreprises. En fait, là, si par exemple, je vous demande un modèle entrepreneurial, vous allez instinctivement penser à un homme. Donc, moi, je n'avais pas de modèle féminin d'une part et je n'avais pas non plus de modèle. Moi, mon père, il est mauritanien, ma maman, elle est irlandaise et je n'avais pas de modèle non plus de femmes issues, comme on dit, de la diversité. Et donc, en fait, j'ai eu déjà ces premiers freins de ne pas avoir de modèle que je connaissais, parce que maintenant, j'en connais, mais je n'avais pas de modèle auprès lequel me référer. Et puis après, il y a eu toutes les remarques que j'ai eues de tu lèveras jamais de fonds si tu es toute seule, tu pourras jamais construire une plateforme technique si tu n'as pas un homme, un ingé avec toi, un homme ingénieur, hein, pas forcément. Bref, donc j'ai eu toutes ces remarques-là pendant tout le parcours. Donc au début, où on me dit mais t'es folle, tu n'y arriveras jamais toute seule, comment tu auras une vie de famille, etc. Même les investisseurs qui parfois ont des remarques totalement déplacées. Donc j'ai connu ça. Maintenant, j'ai appris à jouer avec ces codes-là. Je sais que les investisseurs ont des biais et donc je m'en sers. Et en fait, je leur montre à quel point investir en moi ou croire en moi ou me suivre dans l'aventure, en fait, ça peut être bénéfique pour eux. Et grâce aussi aux entreprises comme Orange, on a une vraie tendance maintenant à mettre en avant des femmes et des profils aussi différents. Et c'est ça aussi qui fait bouger les choses et c'est ça qui donne envie aux investisseurs de financer, de croire en des projets, etc. Parce que n'oublions pas que 1% des levées de fonds en France sont réalisées par des femmes. Donc, ça veut dire que 99% des fonds actuellement vont à des projets portés par des hommes et c'est un chiffre qui est scandaleux. Mais ça va bouger et j'y crois. Donc, voilà. Et j'ai laissé la parole à mes super entrepreneuses qui sont avec moi parce que j'ai beaucoup parlé. En tout cas, ça ne t'a pas découragé, ça t'a quand même forgé au début, le caractère. Oui, mais en fait, à un moment, on rencontre des gens extraordinaires qui nous disent, en fait, et qui nous remontent à des moments où on est un peu au plus mal et qu'on se dit qu'on n'y arrivera pas. Et moi, la sororité, ça m'a beaucoup aidée. J'ai rencontré des investisseuses, j'ai rencontré des modèles aussi d'entrepreneuses. Enfin, voilà, je me suis entourée de gens qui me ressemblent et ça fait du bien. Et c'est les gens, on se soutient. Et c'est ça qui est important. Donc, c'est possible. Merci, Justine. Fais-toi, heureusement d'ailleurs. Fais-toi, toi. Alors, pour moi, je dirais que Care for Cure est né après de nombreuses réflexions. Donc, j'ai eu beaucoup d'expériences. J'ai travaillé en industrie pharmaceutique, en laboratoire, en hôpital, en officine, où j'ai passé plusieurs années. Donc, j'ai constaté en fait qu'il y avait un certain manque au niveau de la formation médicale. Donc, on avait pratiquement pas de contact, je dirais, avec les sciences humaines et les sciences humaines et sociales. Donc, j'avais constaté en fait que je ne savais pas m'adresser aux patients, donc je ne comprenais pas en fait la résistance parfois au traitement, le déni de maladie ou le déblocage au niveau de l'acceptation de la maladie. J'avais vraiment une très forte envie d'aider l'autre, d'aller vers l'autre et j'avais aussi de nombreuses idées que je voulais concrétiser, mais malheureusement, je ne pouvais pas concrétiser en tant que salariée, donc je n'avais pas cette opportunité comme Emmanuel. Donc, cette curiosité et cette insatisfaction de la formation m'ont poussée à faire des recherches et à découvrir le monde de l'éducation thérapeutique du patient. Donc, c'est ce monde où je dirais, les trois sciences médicales, sociales et humaines se rencontraient. Donc, il y avait une certaine ouverture au dialogue interdisciplinaire et ouverture aux enjeux sociaux et culturels. Donc, c'est ce qui m'a permis à me remettre en question, ma pratique de professionnelle de santé et de me poser plein de questions sur la place du patient au niveau de l'écosystème. Donc, c'est de là que je dirais que j'avais vraiment cette réflexion de faire quelque chose, de faire bouger l'écosystème, de changer en fait, changer quelque chose. Donc j'avais aussi, je dirais, après avoir bien sûr acquis de certaines compétences, donc j'avais cette envie de travailler pour moi-même, d'avoir la liberté qu'a une chef d'entreprise de pouvoir créer et d'innover. Donc, c'est pour cela que j'ai créé en fait Care for Cure et aujourd'hui, Care for Cure est
et active autour en fait de l'accompagnement des patients atteints de maladies chroniques, donc surtout le diabète, les maladies cardiovasculaires et le cancer. Et nous formons également les professionnels de santé en éducation thérapeutique du patient, qui est en fait une formation exigée par l'ARS pour pouvoir en fait dispenser cette ETP. Et nous leur formons aussi dans différentes thématiques visant à renforcer le lien soignant-soigné, à savoir la communication bienveillante, l'écoute active, l'entretien motivationnel, comprendre le patient et voilà, et d'autres thématiques aussi. Et du coup, est-ce que quand tu as créé ton entreprise, tu as été bien reçu? Enfin, ils ont compris un peu ton projet ou est-ce que c'était un nouveau chemin, un nouveau parcours, quoi? Enfin... C'est vrai que c'est nouveau ici en France. J'ai quand même j'ai fait une étude de marché, donc j'ai fait beaucoup d'enquêtes auprès de mes patients au niveau de l'officine et en hôpital aussi. Donc au contraire, ils étaient très motivés en fait pour ce type de projet et ce type d'accompagnement. Et j'étais aussi très bien accompagnée lors de mon master d'éducation thérapeutique et également d'entrepreneuriat, donc à l'IAE. On avait aussi beaucoup d'intervenants qui étaient extraordinaires. Donc voilà, j'avais, on va dire, ce soutien d'entourage et ce soutien d'accompagnant. Et le fait d'être diplômé docteur en pharmacie, ça te permet d'innover dans le traitement de... Enfin, je sais pas, hein, je pose la question, c'est pas mon domaine du tout. Alors, pas vraiment d'innover dans le traitement, mais l'idée, c'était vraiment d'être à l'écoute des patients et de comprendre ce qui se passe pour eux au niveau de leur vie sociale et leur vie professionnelle. Donc, c'était d'être, on va dire, au plus proche des patients, de comprendre ce qui se passe pour eux et pourquoi ça n'avance pas au niveau des traitements, pourquoi il y a un tel débloc. Donc, parfois, il s'agit vraiment des choses très, très simples. Donc, on fait ces programmes de thérapeutique personnalisés. On commence par faire un entretien individuel avec le patient pour faire le point en fait pour faire le point sur ses connaissances, ses compétences, ce qu'il sait faire et ce qu'il souhaite en fait apprendre. Et ensuite, on lui propose un certain nombre d'ateliers. Donc, il a le choix de faire ces ateliers individuels ou collectifs. Et il y a aussi des temps d'échange avec d'autres patients. Donc, comme ça, il y aura un partage d'expérience avec les patients qui ont la même maladie. Et Fédois, le fait d'être une femme, est-ce que ça te rend plus dans l'empathie, dans l'émotion ou c'est un atout pour moi dans ce domaine-là ou... Alors, je dirais que quand même, il y a un certain nombre de challenges. Donc, c'est pas un atout, mais c'est pas non plus un grand obstacle. C'était un challenge à relever, vu que je suis une femme, vu que je suis aussi jeune. Donc, j'avais beaucoup ce préjugé, je dirais, de la part des investisseurs ou de la part des personnes qui étaient intéressées par le projet. Mais voilà, donc je pense que la vie d'un entrepreneur, que ce soit homme ou femme, est bien remplie de challenges à relever à chaque tournant. Donc, quand on est ambitieux, je pense que tout peut très bien se réaliser. Et ça y est, Fédois, il se libère sur le public, il pose des questions à peu près maintenant. Donc, on a une question d'Anila, je crois, qui est suédoise. Quand le haut est barré, c'est dans des pays du Nord. Question pour Fédois. C'est quoi le business model client, assurance maladie, hôpitaux, ARS, quand tu travailles dans l'écosystème de santé Oui. Alors, en fait, je travaille surtout avec des maisons de santé, des maisons de quartier, des associations, des ONG. Donc, les clients, ce sont bien sûr les patients. Les programmes sont gratuits pour ces patients, vu que les programmes sont en fait financés par soit ces assurances maladie ou ces organisations, industries, boîtes, etc. D'accord. Et ton business model, c'est tu fais patient par patient. Enfin, c'est quoi ta logique à la prestation? Les programmes, en fait, les programmes sont des programmes collectifs. Donc, les patients on fait un programme, on va dire, pour maximum 20 patients. Mais les programmes sont personnalisés selon chaque patient. Alors, il y a une question, est-ce que le patient n'est pas le client? Non, en fait, le patient est le bénéficiaire, mais ce n'est pas le client qui paye cette prestation. D'accord. Merci, Fédois. On va passer à la formation avec Aurélie. Oui.
Alors, je parle un petit peu de mon parcours, c'est ça? Oui, tout à fait. Et quel déclic pour créer ton entreprise? Je crois que toi, tu es témoin, si bien compris, du Covid, enfin un témoin indirect du Covid. Comment on apprend à se relever après un lancement de jardin d'intérieur? Oh, il n'y a même pas besoin de se relever, il y a juste à ne pas descendre. Voilà. Quand on reste optimiste, on ne descend pas tout au fond, donc ça va. Moi, c'est vrai que j'ai un parcours un peu différent. Alors, longtemps, j'ai été un petit peu complexée de mon parcours quand je rencontrais beaucoup d'entrepreneurs. J'en ai fait au début une faiblesse et je m'en suis rendu compte par la suite que ça pouvait être un atout parce que je ne suis pas du tout à la base du monde de l'entrepreneuriat. Je suis travailleur social, je suis éducatrice spécialisée, j'ai exercé comme ça pendant 10 ans. Et du coup, jamais, mais vraiment jamais, ça m'était venu à l'idée de devenir un jour chef d'entreprise ou de créer mon entreprise. Ce n'était pas dans mes projets, ce n'était pas dans mon ambition, ce n'était pas dans mon éducation. Donc, ça a été vraiment impensable. Et je me suis rendu compte, enfin, on m'a fait prendre conscience, en fait, que dans tous les endroits où j'ai pu exercer, je menais tout le temps des projets très différents de ceux à quoi on m'attendait, en fait. Donc, je créais des voyages, je créais des grandes sorties, je faisais beaucoup de choses qu'on ne me demandait pas, mais parce que pour moi, on apprend et on partage à travers des projets. Donc, dès qu'un projet s'arrête, un autre commence. Mais c'était dans le milieu soit personnel, soit professionnel, mais pas entrepreneurial, voilà. Ce que j'ai compris par la suite, c'était quand même que c'était une démarche et un esprit d'entreprendre, même si ce n'est pas une création d'entreprise. Et du coup, toujours dans cette volonté, même en dehors de mon métier d'éducatrice, d'entreprendre, j'avais créé une association dans ma ville, tout simplement pour permettre aux enfants d'apprendre l'anglais de façon ludique, parce qu'il y avait un besoin. Voilà, j'avais des enfants en bas âge, je voulais qu'ils parlent anglais, et il n'y avait pas trop, donc j'ai créé cet asso qui a très bien fonctionné, sans me rendre compte toujours que c'était de l'entrepreneuriat, hein. Toujours avec la façon de me rabaisser que j'avais en disant « Oh, bah, c'est tout à fait normal d'entreprendre juste sur les samedis et dimanches, etc. » Voilà. Ça a très bien fonctionné. Puis par la suite, j'ai vu des choses à l'étranger, parce que je voyage beaucoup. Et j'ai voulu créer un parc de jeux, effectivement, d'intérieur pour enfants, qui reproduisait une mini-ville pour que les enfants puissent s'exercer à différents métiers, toujours de façon ludique, avec un grand aspect de prévention. Donc, je gardais mon aspect travailleur social derrière, c'était important pour moi. Et là, c'est vrai que j'ai commencé à travailler sur ce projet. Et tout le monde me prenait complètement pour une folle, hein, une fille toute seule, EduxP, qui n'a pas d'apport, qui veut montrer une structure de jeu 1200 mètres carrés, qui nécessite presque 1,5 million d'euros. Enfin, forcément, c'est pas possible, quoi. Donc, c'était effectivement pas possible, mais j'en avais très envie. Donc, j'ai commencé à apprendre, à lire, à me former, à rencontrer des gens. Et puis, à force de me dire que c'était pas possible, j'ai dit que je veux bien accepter que ce soit pas possible, mais je vais continuer d'avancer tant qu'on me met pas un stop. Je veux pas que le stop, ce soit les pensées des gens qui me disent que c'est pas possible en vrai. Donc, j'ai avancé jusqu'à tout rendre possible, c'est-à-dire que j'ai quitté mon emploi pour me former. Donc, j'ai fait un master, effectivement, à l'IAE Gustave Eiffel à Créteil en entrepreneuriat, qui m'a appris plein de choses et qui m'a donné encore plus le goût d'entreprendre et qui m'a fait accepter que peut-être je pouvais créer une entreprise et assumer le fait de vouloir créer une entreprise. Et j'ai réussi, effectivement, cette levée de fonds également, qui était a priori impossible, hein, comme quoi. Et effectivement, une fois qu'on avait a priori les locaux, la levée de fonds, le Covid est arrivé, donc le domaine du loisir s'est écroulé. Mais on n'a pas le temps de s'abattre, on n'a pas le temps de se rendre triste. Au contraire, moi, j'ai vu la chance que j'avais parce que j'ai vu tellement de gens subir ce Covid. Moi, je me suis dit, heureusement, je n'ai pas employé 15 personnes et après les mettre au chômage. Donc, je me suis dit, c'est arrivé à temps, je prends ça comme une chance et j'avance. Et on m'a proposé à ce moment-là de faire de la formation. Et j'ai dit, bah, pourquoi pas? Allons-y pour le défi. Je pense que j'ai des choses à transmettre, à partager. Donc, je suis partie dans la formation. Et j'ai commencé à former des personnes réfugiées. J'ai commencé à former des personnes aussi à mon métier. Et j'ai tout simplement adoré. Et à partir de là, j'ai commencé à collaborer aussi avec une personne que je connaissais dans mon entourage, qui fait de la formation dans le conseil en images. Et à partir de là, on a commencé à se rendre compte qu'on avait la même vision des choses, la même envie. Notre passion, c'était de permettre aux gens d'aller au bout de leurs ambitions, de se rendre compte qu'ils étaient capables de plein de choses, de ne pas s'arrêter à leurs pensées limitantes. Et voilà, et on a créé notre organisme de formation à l'image qu'on voulait, en fait, c'est-à-dire personnalisé, motivant, se dire que tout le monde peut et guider les gens vers leurs rêves et non pas
Voilà. Nous, chez nous, les personnes qu'on suit, donc ça peut être aussi bien des entreprises ou des clients, c'est pas des numéros de dossier, quoi. Donc, on sait qu'on passe beaucoup plus de temps sur chacun des clients, mais pour nous, les valeurs qu'on veut garder, et donc les valeurs sociales qui m'animent encore aujourd'hui, font vraiment le cœur de ce qu'on fait dans notre organisme. Voilà un peu le parcours. Et donc là, aujourd'hui, on est épanoui, on est heureuse tous les jours, on entreprend et on n'est plus complexé d'entreprendre. Oui. Pas d'inquiétude, Sylvie, je vais reprendre la question de Céline pour toutes juste après cette partie-là. Donc, pas d'inquiétude dans le chat. J'ai bien entendu la question et vu. Aurélie, en plus, tu as un caractère bien trempé, assez dynamique, tu tiens pas en place, de ce que j'ai pu voir. Et récemment, tu étais à l'île Maurice, ça te fait pas mal voyager. Comment tu arrives du coup à concilier vie pro, vie perso, dans ce tourbillon, voilà, je crois qu'on avait un peu échangé là-dessus. Oui. Et t'arrivais à bien cloisonner les choses ou... J'en ai fait ma force. Alors après, je pense que c'est aussi un peu l'âge et l'expérience et les choses qu'on veut bien assumer de faire. Donc c'est vrai que je voyage beaucoup. Là, en une année, j'aurais fait le Kenya, l'île Maurice, le Cameroun et les États-Unis. Ça fait beaucoup. En plus, on part minimum entre 2 et 4 semaines à l'autre bout du monde, sans compter les déplacements en France qu'on fait pour l'organisme de formation. Je précise que quand je voyage à l'étranger comme ça, c'est toujours avec mes enfants. Et on arrive toujours à concilier vie pro et vie perso. C'est pour moi... j'ai arrêté de cloisonner. Vous savez, quand on dit on va au travail, je commence à 9h et je finis à 17h, ça c'est terminé pour moi. Tout est un petit peu mélangé. Et en fait, ça me passionne parce qu'en fait, j'ai l'impression de travailler tout le temps et d'être en perso tout le temps, puisque ma vie ne fait qu'un ensemble. Et j'inclus beaucoup. Là, les gens qui travaillent avec moi le savent d'office. Il n'y a pas de cachotterie. J'inclus beaucoup mes enfants dans ce que je fais parce que j'aimerais leur montrer qu'ils peuvent entreprendre, mais entreprendre leur vie, pas forcément créer une entreprise. C'est-à-dire que je veux qu'ils créent leur vie. Je veux leur montrer que tout est possible. Donc oui, quand on est parti à l'île Maurice, ils ont fait quelques rendez-vous professionnels avec nous et ils ont vu comment ça se passait. À l'époque où je créais mon parc de jeux pour enfants, j'écrivais un mot d'absence à la maîtresse en excusant mes enfants, mais je les amenais avec moi au cabinet d'architecte pour leur montrer ce métier fabuleux. Je les emmenais sur le chantier pour voir les maçons travailler et construire une vraie structure. Et bon, pour l'instant, j'ai que des retours très positifs de l'école qui, c'est vrai, ça se passe très bien parce qu'ils se rendent compte que mes enfants derrière vont partager leur expérience. Mais en fait, voilà, on va nous dire, on va avoir tendance à nous dire, mais comment vous faites avec des enfants? Vous n'y arriverez pas? Ou, mais ça posera problème à l'école. Et en fait, il suffit d'oser et d'expliquer, aussi bien aux enfants que même avec les consultants avec qui on travaille. On explique, peut-être qu'un enfant va venir pendant la visio, ça arrive. Jamais pendant nos formations, mais pendant nos entretiens, c'est possible. Et ça se passe très bien en vrai. Je pense que ça dépend aussi de l'âge des enfants, Aurélie. Donc ça dépend. Moi, à mon avis, je pense que la priorité jusqu'à 7 ans, c'est l'enfant. Mais à partir de 7 ans, on est plus ou moins libre. On peut quand même se permettre de nous concentrer surtout sur notre travail et sur notre vie en fait d'entrepreneur. Alors, si je peux juste compléter, ma priorité, ce sera toujours mes enfants, même s'ils ont 7 et 10. C'est juste qu'ils sont plus autonomes et qu'ils comprennent plus de choses. Ouais. Mais je les impliquais. La preuve, regarde, quand je faisais l'anglais, ils avaient 2 et 4 ans. Et ils venaient avec moi, justement, ils venaient apprendre l'anglais avec les gens. C'est-à-dire je vais peut-être adapter effectivement mes projets, ma façon de faire en fonction de l'âge de mes enfants. Mais ils resteront ma priorité et on ne s'en cache pas. Et pour moi, c'est aussi pour leur évolution que je leur montre ça. Je veux juste ajouter un petit truc, c'est qu'on ne demande jamais aux hommes comment ils font pour mêler vie professionnelle et vie personnelle et on leur demande jamais comment ils font avec leurs enfants. Jamais. En fait, si je peux témoigner, pour le coup, ça a été compliqué pour moi parce que ma femme est soignante à l'hôpital, donc comme elle était pendant le confinement à travailler, moi j'étais mère en foyer. Donc, voilà, on a inversé les rôles. Voilà, mais c'était une expérience assez intéressante et j'avais un peu de mal. Personnellement, voilà, j'étais pas aussi bien organisé. Mais bon, on a une question qui va vous aller pour toutes, je pense, de Céline Deleu, qui est la question qu'on se pose toujours. Alors, par qui vous fait accompagner pour la mise en place de votre projet, études de marché, viabilité, lancement, financement? Est-ce que ça a été un parcours simple et voilà, est-ce que vous avez les clés rapidement? Justine, ça fait un petit moment qu'on t'a pas entendu. Donc, en fait, moi, pareil comme Aurélie, j'avais pas d'argent, j'avais pas de capital de départ. Bon, l'avantage, c'est qu'on fait en mode système D, donc on s'en sort toujours. Je pense que c'est comme ça qu'on apprend le plus parce qu'il y a beaucoup de boîtes qui sont crachées parce qu'ils avaient beaucoup d'argent au début.
et qu'en fait, ils payaient tout et qu'en fait, à un moment donné, bon, voilà. Donc, moi, au début, j'ai eu la chance d'avoir les incubateurs d'école et des ressources quand même avec des professionnels autour de moi. Et en fait, quand on demande aux gens, les gens sont sympas. Et en fait, c'est rare que les gens ils nous envoient balader. Et en fait, on connaît en général, quand on commence à parler d'un projet, on se rend compte qu'il y a le cousin de machin qui est comptable, il y a l'oncle de machin qui est avocat. Et en fait, quand on en parle et qu'on est sympa et qu'on est reconnaissant aussi, parce que évidemment, quand les gens ils accordent du temps, faut quand même, c'est une chance voilà, le temps a une vraie valeur. Du coup, les gens en fait, ils ont envie d'aider. Ils ont envie de tendre la main. Là, par exemple, pour là, ce qu'on est en train de faire, on est venu nous chercher et on est super contente. Et en fait, c'est parce que les gens, ils savent que on a un projet et en fait, ils ont aussi envie de nous mettre en avant et de nous écouter et de nous filer un coup de main. Donc, moi, la première chose, ça a été de parler autour de moi, de voir les gens qui pouvaient m'aider. Ça a bien fonctionné pour moi. Quand on est étudiant, il y a pas mal de ressources mis à disposition. Puis après, plus on monte dans les projets, plus on a d'autres besoins et on arrive petit à petit à trouver la bonne ressource pour la bonne chose. Mais au début, c'était des coups de main un peu gratuits. Et puis après, on commence à prendre des gens qui ne sont pas trop chers, puis des gens un peu plus experts qui sont un peu plus chers. Et petit à petit, ça se fait quoi. Mais donc, mon conseil, c'est prenez pas des consultants chers et mettez pas de l'argent dans des trucs. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire soi-même, dont une étude de marché, par exemple. Ça sert à rien de payer des gens pour faire une étude de marché. C'est juste que ça prend du temps, mais effectivement, il vaut mieux la faire soi-même pour l'adapter. Mais ce qui est intéressant avec l'entrepreneuriat, c'est qu'on apprend. On apprend à faire de la compta, on apprend plein de trucs. Donc, c'est aussi le. Voilà. Pour compléter, c'est vrai que les gens, ils ont l'habitude. Enfin, on se dit, on n'y va pas parce qu'on voit la montagne en face. C'est vrai que c'est énorme. Mais si on voit la montagne, on ne pourra jamais y aller. Donc vraiment, même aussi bien dans l'apprentissage que dans la formation, que dans le réseau, c'est vraiment, il faut y aller petit à petit. Et plus, comme disait, je rejoins complètement Justine, plus on y va petit à petit, on va se rendre compte de vers là où il faut s'orienter. On va s'orienter du coup aussi vers les bonnes personnes. Et c'est plus facile à y aller petit à petit pour se trouver la direction que d'aller directement à la montagne. Et sinon, il y a Glory qui accompagne les créateurs d'entreprises pas à pas dans la création de leur entreprise. Alors, je ne sais pas si tu connais Mickaël, Aurélie, mais il est fan apparemment. J'étais sa petite fille. D'accord. Il était étudiant entrepreneur et j'étais sa petite fille. Donc, c'est ce que disait Justine, quand on nous donne du temps, voilà, nous, on nous a accompagnés, on nous a donné du temps, c'est important de le rendre aussi. Donc, mais je ne vois pas les chats, mais coucou Mickaël, alors. Voilà. Et Fédois, pour compléter ton aventure sur la construction sur l'étude de marché. Oui, pour moi, je pense que. Alors, j'ai été déjà très bien accompagnée par le Master 2 Innovation et création d'entreprise et par Monsieur Labulle Florimont. Donc, sincèrement, il nous accompagne jusqu'à maintenant. Il demande nos nouvelles, il nous envoie quelque chose. Oui, monsieur. Donc, sincèrement, oui, j'ai été aussi très bien accompagnée par certaines associations qui sont très actives en éducation thérapeutique du patient, par des ONG. Donc, j'ai eu la chance d'avoir un réseau, on va dire, d'experts autour de moi. Mais pour le moment, j'aimerais bien aussi avoir un réseau vous m'avez parlé déjà, un réseau d'hôpitaux et d'industrie pharmaceutique. Donc, je suis à la recherche aussi d'un accompagnement, on va dire, plus poussé. Si je peux compléter, si tu veux, Thomas, avec Vas-y, Emmanuel. ma casquette un peu de prof, je pense que c'est pour de la méthodologie, en fait, il y a un truc qui marche assez bien quand on essaye de faire les choses tout seul, notamment pour faire ses études de marché ou dans quelle heure de les faire. C'est toute la méthode Strategizer. Vous avez ça sur Internet, Strategizer, c'est vous pouvez y aller. Et donc, il y a plein de templates et ça permet de remplir des cases. En fait, moi, quand j'avais commencé, je ne savais pas que ça existait. Et quand j'ai découvert ça, je me suis dit, ah mais oui, mais ça permet de structurer ces idées, de se rassurer pour voir que justement ce qu'on est en train de faire, c'est normal qu'on le fasse, qu'on passe du temps dessus, et puis justement d'être un peu, de s'assurer qu'on laisse rien d'important de côté. Une deuxième chose que je voudrais vous donner aussi, parce qu'il y avait des questions sur la partie financement, il existe Maya Nona, qui est je mettrai sur le chat les références, mais qui est du crowdfunding féminin, et donc celle qui a fondé ça, généralement quand on fait des hackathons, justement,
on fait appel à elle parce qu'elle fait du coaching. Elle est basée sur Lyon, mais elle peut faire du coaching à distance et tout le monde en a souvent besoin. Mais donc, voilà, c'est quelque chose que je conseille aussi. Et dans toute le dernier point, c'est vraiment de faire. C'est-à-dire que au bout d'un moment, il faut passer à l'action. Il ne faut pas que ça reste simplement dans sa tête. Et donc, dès qu'on fait, on va apprendre beaucoup plus. Parce que déjà, on peut se tromper. Et alors que sinon, en fait, tant que ça reste purement virtuel, intellectuel, eh bien, c'est très difficile d'avancer. Donc, il faut mieux avancer en faisant quelque chose et que ce ne soit pas du tout ça. Et au moins, on aura appris que ce n'est pas ça, plutôt que d'imaginer que en fait, le marché voudrait ça. Bon, voilà. C'est mes conseils d'être hyper concret le plus tôt possible. Oui, merci Emmanuel. On va essayer de prendre toutes les questions rapidement et si on n'y arrive pas en 20 minutes, on s'excuse. Hein. On a Fanny Pennec qui nous envoie un message. Bonjour mesdames, merci pour vos témoignages qui sont super intéressants. Pour moi qui suis en dernière année d'école de commerce, quand vous avez commencé à faire l'entrepreneuriat, est-ce que vous êtes fait accompagner de spécialistes, finance par exemple, ou débuter de manière indépendante et faut-il y avoir suffisamment d'argent ou d'apport de son côté pour lancer son projet? Aurélie? Non, au début, on ne se fait pas accompagner. On y va avec. Enfin, moi, j'y suis allée avec passion, envie et je me suis renseignée. Et au fur et à mesure, comme je le disais tout à l'heure, on rencontre les bonnes personnes qui vont nous accompagner sur les bonnes choses. En tout cas, et je rejoins Emmanuel, il faut foncer, il faut y aller. Ce qu'on entend très souvent, c'est oui, mais je ne peux pas prendre le risque. Il y a un risque. Tout le monde pense qu'il y a un risque à entreprendre. Moi, quand je suis les gens que j'accompagne, je dis mais essayez de calculer vraiment, maîtriser ce risque. Parfois, quand on le quantifie, on se rend compte que c'est pas si risqué de ça d'entreprendre. Et puis, en plus, si on cible le risque, on peut le minimiser. En connaissant les zones de risque, on les minimise. Donc voilà, avancez dans votre projet au fur et à mesure. Vous allez réduire les risques, vous allez prendre confiance, vous allez adapter. J'ai vu une personne aussi qui disait je souffre un peu des conséquences du Covid, je crois, en communication. Moi, quand les gens, je les accompagne, je leur dis essayez tant que possible d'avoir plusieurs marchés peut-être. Parce que s'il y a un marché qui s'effondre, au moins vous pouvez agir sur un autre. On ne reste pas sur une cible, un marché, etc. Mais voilà, soit on multiplie les cibles, soit on multiplie les marchés, ce qui permet justement, comme une période de Covid, de pouvoir rebondir ailleurs et de ne pas s'effondrer. Mais pour ça, il faut rentrer dans son projet. Justement, Aurélie, il faudra que tu me dises comment tu as fait pour voyager. Moi, j'étais coincé à la maison. Enfin, voilà, mais tu me donneras les clés. Tout est possible. Il n'arrête pas de le dire. Faut me croire. Justine, tu veux partager ton expérience aussi? Non, je pense que j'ai déjà un peu répondu à la question précédemment. En fait, moi, j'ai eu différents incubateurs. J'ai eu un incubateur gratuit d'école qui m'a apporté ces ressources-là. Après, j'ai eu la chance de rentrer dans des programmes où j'ai eu des bourses quand même, notamment French Tech Tremplin, qui est un super programme. Donc là, j'ai intégré School Lab. Et puis là, après, du coup, j'ai terminé à l'incubateur HEC. Qui là est par contre beaucoup plus sélectif et il faut avoir déjà un MVP, etc. Et là, par contre, c'est payant, mais il y a des structures d'accompagnement qui sont gratuites, hein, qui peuvent vous apporter un réseau, des contacts, parce que le plus dur au début, c'est pas les financements, le plus dur au début, c'est le réseau, d'avoir le bon conseil au bon moment. Là, Aurélie, c'est super ce que tu dis, c'est en effet, soit on multiplie les cibles sur les marchés. En fait, si on le sait dès le début, ça évite peut-être d'avoir des déconvenus à un moment donné. Et en fait, les opportunités se présentent aussi à nous quand on se lance. Et en fait, après, un BP, ça s'adapte, des prévisions, ça s'adapte. Mais moi, le meilleur conseil que je peux donner, c'est passer par 1 an et demi à construire un business plan. Oui, une étude de marché, c'est important. Il faut connaître son marché, il faut connaître ses concurrents, il faut connaître les tendances. Après, un BP, c'est quelque chose qui est écrit. Et à un moment donné, rien ne vaut l'expertise que vous allez vous construire sur votre produit et sur votre marché aussi. Donc, voilà les conseils que je peux te donner. En tout cas, Justine, pour témoigner, j'ai vu ton profil LinkedIn et certains posts. Ce que je vois, c'est que ton équipe a l'air de bien vivre ensemble. Enfin, voilà, il y a une équipe dynamique. Ouais. Voilà, j'essaye d'avoir des nouvelles méthodes de management. C'est pas toujours facile, mais là, mon nouveau défi, c'est la semaine de 4 heures. On verra si ça marche. La semaine de 4 jours, tu veux dire? De 4 jours. De 4 jours, pardon. De 4 heures. 4 heures, je veux bien, moi. J'achète. Pardon. Semaine de 4 jours, et je suis hyper fière de me dire, donc on est une quinzaine là dans l'équipe, je suis hyper fière de me dire que dans l'équipe, j'ai que des gens
qui sont foncièrement bienveillants et qui s'apprécient. J'ai pas de conflit, j'ai pas de... Bon, après, on est une petite structure, donc pour l'instant, voilà, mais il n'y a pas il y a pas de bataille d'ego, etc., chose que j'avais pu un peu trouver dans des grands groupes. Donc là, actuellement, je suis contente et chaque personne parle ouvertement avec chaque personne. Enfin, ça, c'est une grande fierté, en tout cas, de mon côté. Donc, il y a du bien vivre ensemble chez Rumba. Ouais, bah, moi qui ai connu, on a tous connu des stages ou des alternances où franchement il y a les reculons ou des choses comme ça, bah, de me dire que moi, tous les gens de mon équipe, ils me disent qu'ils sont contents de venir le matin. Pour moi, ça, c'est une de mes victoires. D'accord. Fédois, tu veux dire un petit mot? Oui, j'avais déjà répondu avant, mais d'accord, pardon. Je rajouterais à ça juste en fait un petit conseil, je dirais. Prenez en fait le risque. Donc, même si vous voyez qu'il y a un risque, donc sortez de cette zone de confort, donc dépassez-vous, essayez de vous découvrir en fait. Donc, c'est ça, il faut oser. Ouais, mais qu'on soit un homme ou une femme, de toute façon, de prendre des risques ou de créer, ça fait des insomnies. Enfin, on n'y échappera pas. Enfin, t'as des moments de doute quand même. Enfin, tu vois, dans le parcours, dans ce que j'entends, c'est pas toujours un long fleuve tranquille. Oui, bon, c'est pas toujours que des moments, on va dire, stables, mais c'est ce qui fait, je pense, de l'aventure d'entrepreneuriat extraordinaire. Donc, c'est pas comme la vie de salarié où c'est plus ou moins stable. Donc, c'est challenge, c'est différents obstacles, c'est jolis succès aussi qui font en fait que cette aventure est extraordinaire. Et ce qui vous plaît, c'est d'être autonome, de pouvoir décider de vous-même, on y va, on n'y va pas. Enfin... Oui, de pouvoir créer, de pouvoir innover, de pouvoir décider soi-même et de travailler à son propre rythme. Et concernant les insomnies, c'est pas grave d'en faire si on les vit bien. Franchement, c'est une erreur de croire que quand on crée une entreprise, on travaille 24 sur 24 et qu'il faut travailler 24 sur 24 et ne pas se reposer, ne pas partir en vacances. Et... En fait, on se rend compte que plus on a des loisirs même annexes, notamment le sport, les voyages, des choses comme ça peut même être au service de son entreprise. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de subir. Il y a des gens qui disent, bon, bah, pendant 3 ans, je me rémunère pas, mais je travaille jour et nuit. C'est pas forcément ça. On subit pas dans l'entrepreneuriat. Si on trouve un bon équilibre, ça sera aussi au service de ce qu'on propose. Tu as tout à fait raison. Et moi, ce que et c'est un des meilleurs conseils qu'on m'a donné, c'est qu'en fait, il faut savoir se nourrir de plusieurs choses. Et en fait, l'entrepreneuriat, franchement, c'est tellement dur. On doute de tout le temps. Et en fait, moi, j'ai d'autres activités à côté. Par exemple, j'adore faire des interventions comme là. Moi, je fais aussi un peu de télé à côté. Donc, en fait, ça me fait du bien aussi pour mon ego de me dire qu'il y a des sujets que je maîtrise, qui me nourrissent et où je fais un peu autorité, entre guillemets. Et en fait, j'en ai besoin. Je donne aussi des cours. Enfin, voilà. Et du coup, le retour des élèves et tout me fait du bien parce que je me dis qu'il y a des endroits où je suis bonne, où j'apprends des nouvelles choses, où je renouvelle un peu mes pensées, etc. Et moi, ça a été important. Je me suis remise au sport et tout. Et ça a été important de diversifier mes activités pour conserver ça. Et en fait, c'est vraiment un marathon, quoi. L'entrepreneuriat, franchement, il ne faut pas se dire qu'en 3 jours, on crée une entreprise. Ça peut être créé très vite, mais après, il faut la faire vivre, il faut qu'elle perdure, etc. Et ça, c'est un long chemin, quoi. Et donc, il faut tenir sur le long terme, quoi. C'est pas un sprint. Et pas rester isolé aussi, hein. Je pense que... Il ne faut pas être isolé, il faut être bien entouré. Ouais. Et des gens qui comprennent ce qu'on fait. Parce que c'est pas parce qu'on est entrepreneur et qu'on fait le planning qu'on veut qu'on fait rien de nos journées, en fait. Vous arrivez vraiment à déconnecter parce qu'il y a des femmes ou chefs d'entreprise qui partent en vacances et ils déconnectent pas vraiment. Enfin... On déconnecte pour moi jamais. D'accord. Je vais être en train de courir, je vais avoir l'idée de mon prochain produit. D'accord, c'est votre... Mais on peut au moins lever la tête du guidon et faire autre chose. Moi, en tout cas, je déconnecte jamais, mais parce que en fait, mon cerveau est tout le temps en train de tourner. Mais par contre, je peux faire des activités qui me feront penser à autre chose et à un moment donné, j'ai une idée qui va venir. Mais on ne déconnecte jamais vraiment. Voilà, plutôt que de réussir, d'essayer de déconnecter, il vaut mieux essayer de bien vivre avec. Parce que voilà, c'est pas... Alors, malheureusement, c'est passionnant. Mais... Pardon. Ouais.
Mais on Non, mais arrive à la juste, fin. on se fait aussi au fait que parfois on va être mal, des fois on va être bien, et on sait qu'en fait ça va être comme ça. Si on croit dès le début qu'on sera bien tout le temps, que ça sera linéaire, vaut mieux accepter ses émotions et puis savoir que parfois ça se passera mal, mais en 2 jours après, bah, on ira mieux et après, enfin voilà. Ouais, c'est ça. Du coup, juste pour compléter, on va moins mal parce que comme on sait que derrière on ira mieux, on passe moins de temps, avec l'expérience, on passe moins de temps à aller mal parce qu'on sait que bientôt on ira mieux. C'est ça. On se dit, ok, là c'est un gouffre. Bien. Voilà. Là, je vais abandonner. Je sais que c'est un gouffre. Demain, je vais me dire que je vis ma meilleure vie. Et voilà, il faut le savoir, c'est tout. Il faut le vivre avec. Voilà. Du coup, il nous reste 10 minutes pour conclure et on a pas mal de questions. Question pour tous. Pendant la création de votre entreprise, est-ce que vous vous êtes rendu compte de la nécessité de review, de changer le business model de votre entreprise et adapter votre business model en fonction du marché, ce que disait un peu Aurélie tout à l'heure. Du coup, est-ce que ça vous arrive de changer de cap, de dire ben, je pars là, puis finalement non, enfin d'évoluer dans des démarches d'entreprise? Ouais, tout le temps. Ouais, Nous, pour Glory, par exemple, on change un peu régulièrement. Alors, les particuliers, on les fait toujours, les CPF, etc., parce qu'il y a beaucoup de gens qui créent leur entreprise. Donc ça, on reste constant. Mais c'est sur le volet entreprise, on forme aussi des entreprises. Et c'est là où nous, on change parfois notre cible d'entreprise parce que malheureusement, avec ce qui se passe, on est aussi dépendant du choix de l'État, clairement, sur les financements des formations. Et donc, il y a des fois, il y a certains marchés d'entreprise, certains milieux qui vont à ce moment-là financer des formations et après ça va changer. Donc nos cibles en fait d'entreprise vont tourner un peu de façon un peu politique. Voilà, donc nous on adapte, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, il y a soit plusieurs cibles, soit plusieurs marchés, parce que voilà, quand il y a de la politique qui s'y mêle, voilà, il faut suivre. Mais en plus, c'est la démarche d'innovation, c'est-à-dire qu'en fait, dans l'innovation, on s'adapte aussi à nos clients, aux opportunités qu'on va découvrir, qu'on ne s'attendait pas à trouver au début. Et en fait, moi, j'ai changé 3 fois de pricing, donc de grille tarifaire, parce qu'en fait, à un moment donné, on s'est rendu compte que c'était peut-être pas une opportunité de faire payer telle cible, valait mieux faire payer plus cher celle-là. Il y a telle valeur qu'on délivre, etc. Donc, nous, on change. Et en fait, pareil, c'est comme ce que je disais avant, on le sait, en start-up, ça change tous les jours. Après, la différence, c'est que quand tu es à la strat, il ne faut pas non plus que tes employés, un jour, tu leur dises gauche, le lendemain droite. Donc, tu dois tempérer. Par contre, et moi, je fais vachement attention dans mes recrutements, c'est qu'il faut que j'ai des gens qui soient hyper adaptables et qui ont conscience qu'en fait, ça peut changer tous les jours. Et en fait, vivre dans une petite structure et dans une start-up, c'est ça. Et c'est pas grave. En fait, on s'adapte au marché, on s'adapte aux clients. Il ne faut pas faire la girouette. À un moment donné, tu tournes trop. Mais en fait, c'est pour ça que je fais attention. Il y a des profils, par exemple, qui ne comprennent pas ça, qui ont besoin de repères très forts et qui vont que dans une direction. Et en fait, qui ont besoin d'un poste avec des missions fixes, qui ne changeront pas. Et moi, je sais que ces gens-là, je ne les recruterai pas. Parce qu'ils ne vont pas s'adapter à notre façon d'avancer en permanence. Ça va être trop compliqué pour eux. Ils vont être dans une situation d'anxiété. Ouais, c'est un état d'esprit, en fait. Oui. Tu recherches plus un comportement, un état d'être d'esprit. Bah, c'est pour ça qu'en start-up, on se pose toujours la question de recruter des gens dans des grands groupes, par exemple. Parce qu'en fait, dans les grands groupes, c'est processé. Voilà, on a des horaires fixes, on a des trucs. Et vraiment, hein, c'est une vraie question. On a besoin de gens qui sont seniors dans les petites boîtes parce que on a besoin de gens qui nous apprennent des trucs et c'est top. Mais par contre, c'est aussi des gens qui parfois ont vécu 10, 20, 30 ans avec des process qui ne changeaient pas, qui voyaient les mêmes collègues, etc. Et en fait, quand tu arrives et que tu leur donnes plein de données et que en fait, dans la startup, tu es toujours dans l'urgence, etc., ça peut être hyper confusant pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude. D'accord, merci Justine. Fédois, tu veux compléter? Oui. Bon, pour moi, ça a été aussi le cas. Donc, j'ai dû changer mon business plan plusieurs fois, enfin mon business model. Au début, lors de la création de mon entreprise, en fait, l'ARS finançait ces programmes d'éducation thérapeutique pour les patients. Et puis, la réglementation a changé. Du coup, maintenant, l'ARS donne uniquement en fait, l'autorisation pour faire ces programmes d'éducation thérapeutique, mais ne finance pas. Donc, à moi de trouver des financements, ce qui m'a poussé à chercher d'autres sources et de voir, en fait, de chercher des entreprises qui sont intéressées par l'économie sociale et solidaire. Donc, c'est ce que je cherche actuellement.
Et je pense que aussi le système de santé a été beaucoup touché par l'épidémie Covid. Donc, ça a aussi imposé d'autres changements. Donc, j'ai dû maximiser en fait l'externalisation de mes prestations et aller vers la digitalisation de mes activités plutôt que de faire du présentiel. Merci beaucoup, Fédois. Il nous reste 6 minutes. C'est très court, ça passe trop vite le temps avec vous. On va prendre, pour conclure le tour de table entre tous, on va prendre la dernière remarque d'Anila. C'est quelle est votre première pensée? Je pense à Emmanuel le matin sur son vélo. Quelle est votre première pensée de la journée, le matin, ce qu'on appelle le tour de, enfin, l'humeur du matin, your head H, nous dit Anila. Headache en anglais. Headache. Moi, perso, c'est ma to-do list de la journée et mon planning. C'est OK, qu'est-ce que je dois avoir achevé à la fin de la journée et quel rendez-vous j'ai. Ça, c'est le premier truc. Voilà. Et après, l'humeur, elle vient en fonction des nouvelles dans la journée. Soit j'ai des bonnes nouvelles et je suis de bonne humeur, soit j'en ai des mauvaises et il ne faut pas me parler. Et ça, c'est Justine, c'est avant le café, sous la douche, ou c'est dès que tu te lèves ou... Moi, dès que je me lève, la première chose que je regarde, c'est mon agenda et ma to-do list. Hein. D'accord. Peut-être que j'abuse, je pense, mais en tout cas, Emmanuel, exactement pareil. Je regarde mon agenda, ma to-do list. Ensuite, je garde le fait de me dire quel est le. Enfin, généralement, moi, je suis hyper contente de venir au boulot, quoi. Donc, et de rencontrer. Enfin, en fait, je pourrais faire tout en télétravail. J'ai un contrat de télétravail. Enfin, je pourrais faire beaucoup de jours en télétravail et je les prends pas parce que j'ai plaisir à aller voir les gens de l'équipe. Et donc, c'est une vraie fête d'aller rencontrer les gens qui travaillent avec moi. Donc, ça, c'est chouette. Et j'essaye toujours de voir quel est le truc qui va faire que la journée soit encore top, quoi. Donc, il y a des réunions qui sont chouettes. On fait aussi beaucoup d'ateliers pour les personnes. Et donc, souvent, pendant ces ateliers, on a beaucoup de feedback. Là, je vois les petits pouces, les petits cœurs. Et ben voilà, aujourd'hui, justement, ce webinaire, c'était le moment que j'attendais de la journée. Voilà. D'accord. Merci, Emma. Et Aurélie? Alors moi, j'ai pas le même fonctionnement du coup, parce que moi, la to-do list, je la fais la veille au soir. Comme ça, je coupe le soir, j'écris tout, parce que ce que j'ai pas fini ou ce que j'ai à faire, je note. Et après, j'y pense plus, je fais d'autres choses, etc. Et le matin, c'est vrai que j'estime avoir beaucoup de chance, c'est-à-dire que quand je me réveille le matin, je suis très heureuse de me réveiller. Voilà, j'adore ce que je fais, je sais que je vais passer une bonne journée. Je suis aussi, je le dis souvent, je suis très tolérante envers moi. Ça veut dire que si j'ai une journée, on ne sait jamais, où je suis fatiguée, ou bien les mauvaises nouvelles arrivent le matin, je m'autorise l'après-midi à ne pas continuer de travailler, à aller faire mon sport pour pas rester dans un mauvais système. Par contre, le jour où il n'y a que des bonnes nouvelles, j'y vais à fond parce que je sais que c'est la bonne journée. Donc voilà, il faut être tolérant. Mais moi, j'adore, franchement, le matin, tous les matins, je me dis, mais quel change j'ai. J'ai une associée qui est extraordinaire. On travaille ensemble, on vit notre plus belle journée tous les jours. On adore ce qu'on fait. Et voilà, et ça fait 3 ans maintenant que j'ai entrepris. Et j'ai eu une grippe une semaine en 3 ans. Et pourtant, je travaille beaucoup plus qu'avant. Donc, je pense que finalement, le corps, des fois, parle mieux que le reste. Et on peut travailler beaucoup plus et être plus au taquet. Ouais. Bon, tu vas pas le dire à Emmanuel parce que après il va nous mettre la retraite à 65 ans. Non, moi j'aurais pas fait. Fédois, toi le matin, c'est la météo, c'est. Alors pour moi, la journée commence par emmener ma fille à la crèche et après en fait faire tout pour on va dire réaliser ce que j'ai à faire pour lui apporter à elle et à la société un meilleur avenir. Je suis très heureuse de retrouver aussi mes passions et de voir ce qu'ils ont pu réaliser, ce qu'ils ont pu acquérir. Et voilà. Donc, c'est tous les matins comme ça. Et pour la to-do list, pour moi, c'est fait en fait une semaine en avance. Donc, chaque dimanche, je fais le to-do list. Moi aussi, je fais le dimanche, le soir, et après, le matin, tu la mémorises. Bon, le soir, tu revérifies aussi un petit peu ce que tu as pu réaliser, ce qui n'a pas été fait, mais voilà. Enfin, en fait, justement, Fédois, moi j'ai 2 filles aussi. Du coup, si tu avais un message pour ta fille, ou pour le public, ça serait en une phrase parce que du coup on est pris par le temps. Ça serait quoi sur l'avenir, pour ta fille, pour demain?
Alors, je dirais oser. Comme tout à l'heure, sincèrement, c'est vraiment oser et d'essayer toujours de donner le meilleur de soi-même. Emmanuel? Qu'est-ce qu'il faut dire en Qu'est-ce que tu finale? dis à tes filles pour demain, pour l'avenir? Enfin, à part que la planète, le climat, ça va pas? Tu me connais bien. Qu'est-ce que je leur dis? En fait, moi, je leur dis de travailler pour un moment où ils seront tout seuls. C'est un peu, je sais pas si c'est hyper optimiste, mais je leur fais faire beaucoup de dessins, de musique, en fait, pour qu'ils trouvent des ressources en eux, même s'il n'y a plus rien autour. Donc c'est ça qui est important pour moi. C'est super. Moi, je pense que c'est parce que ma mère m'a éduquée comme ça que j'ai pas eu peur d'entreprendre. D'accord. Aurélie? Moi, je leur dis l'inverse de ce que j'avais dans ma tête avant, c'est-à-dire que tout est possible. Faites ce que vous voulez, soyez heureux, ce que vous voulez faire, vous ferez. Et voilà, c'est pas à moi de vous dire quoi. Effectivement, j'essaye de les ouvrir un peu le plus possible à tout ce qu'ils peuvent aimer, qui ne sont pas forcément les mêmes passions que moi, mais peu importe, je les suis dans ce qu'ils aiment. Et voilà, je leur dis que s'ils veulent, ils feront. Et que si ça n'existe pas, ils créeront. Ça, je leur dis tout le temps. Peu importe où vous allez, si ça n'existe pas et que vous voulez, vous créerez. Et du coup, ce sera possible. Merci beaucoup, mesdames. Merci beaucoup, le public. Et puis, vous, en tout cas, moi, je témoigne que vous m'avez donné la patate pour l'après-midi. Donc, c'est des super expériences. Et voilà. Donc, continuez à être à être vous-même. Voilà. Merci. À bientôt. N'hésitez pas à nous ajouter sur Merci à tous les gens qui m'ont donné des petits mots. Merci beaucoup. À très bientôt. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée, au revoir.